dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi à partir de 17h45 en direct, rediffusé à 20h45. C'est le quart d'heure américain, notre rendez-vous américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, que je suis ravi de retrouver en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. L'actualité américaine a été fondamentalement politique ces derniers jours avec l'élection sans doute la plus compliquée de l'histoire pour un speaker de la Chambre des représentants, républicain en l'occurrence. Nous parlons de l'élection compliquée de Kevin McCarthy. Vos commentaires peut-être sur cette situation de vote qui a été assez incroyable, je crois, Pierre-Yves, et les impacts et les conséquences que cette fracture, ce déchirement à nouveau du parti républicain sous les yeux de tous, je crois, puisque c'est filmé par la chaîne parlementaire américaine et je crois que ça a fait les délices du public américain pendant plusieurs jours. Quelles vont être les conséquences de cette fracture du parti républicain sur la conduite de la politique américaine? Grégoire, le speaker est nu. Il est même plus que nu. Je sais pas, plus que nu, c'est quoi d'ailleurs? Écorché vif peut-être, je ne sais pas, mais... on savait qu'il y aurait un gros blocage avec ce Sénat qui est un tout petit peu plus démocrate qu'avant et cette Chambre des représentants qui est de justesse républicaine. Mais là, on a un blocage sur le blocage, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de républicains au sein de la Chambre des représentants sur un total de 222 députés républicains qui sont prêts à renverser la table, qui ne sont pas venus au Congrès pour faire des lois, qui ne sont pas là pour négocier des lois, qui sont là pour faire le buzz, pour faire du bruit, pour faire du populisme à tout crin. Ils ont forcé le speaker à faire un certain nombre de concessions qui ont considérablement affaibli son pouvoir et qui vont bloquer encore plus les procédures législatives traditionnelles qui déjà sont souvent bloquées par la division partisane. On voit au moins deux gros problèmes. Un problème au niveau budgétaire et un problème au niveau du plafond de la dette. Au niveau budgétaire, Kevin McCarthy a dû accepter de ne plus jamais proposer sur le floor de la Chambre des projets de loi qui augmenteraient les dépenses publiques. Il a dû promettre qu'on allait bloquer les dépenses publiques au niveau d'il y a 2 ans. Alors, un petit retour en arrière. Que sont les dépenses publiques aux États-Unis? C'est assez différent du système français, je crois. Il y a 2 types de dépenses publiques sur lesquelles le Congrès n'a pas toujours le droit de s'exprimer. Il y a les dépenses publiques automatiques, qu'on appelle obligatoires, l'intérêt de la dette évidemment, mais tous les grands programmes sociaux aussi, les programmes de retraite, le programme d'assurance maladie et les indemnités chômage. Le Congrès n'a pas à voter pour approprier ces fonds, ça augmente automatiquement en fonction des critères qui ont été posés par la loi. Et c'est l'essentiel des dépenses publiques. C'est 22% du PIB, c'est pratiquement 5 000 milliards de dollars. Et puis, il y a des dépenses discrétionnaires, ce sont celles sur lesquelles le Congrès doit se prononcer, sachant qu'il n'y a pas un budget aux États-Unis, mais il y a 12 budgets, 12 lois d'appropriation. Et ces dépenses discrétionnaires ne représentent que 1 600 milliards de dollars. C'est un peu plus que 7% du PIB. On ne peut pas équilibrer le budget américain en ne s'attaquant qu'aux dépenses discrétionnaires. Il va falloir aussi, si on est sérieux en matière de réduction du déficit budgétaire, s'attaquer aux dépenses obligatoires. Or là, les républicains, même ceux qui sont à la droite du parti, ont dit on ne touchera pas au programme de retraite, Social Security, et on ne touchera pas au programme d'assurance maladie, Medicare et Medicaid. Ça veut dire que pour respecter ces engagements, il va falloir taper dans le discrétionnaire, éviter les dépenses obligatoires, et donc il va falloir toucher au secteur de la défense, qui représente la moitié des dépenses discrétionnaires. Ça nous promet de gros conflits et de grosses complications. Mais ça, c'est rien. Le plus grave, c'est le problème vraisemblable que va poser le relèvement du plafond de la dette. Alors là, on touche à quelque chose de nucléaire, à quelque chose de toxique, puisque si le plafond de la dette n'est pas réévalué par le Congrès, l'oncle Sam ne peut plus payer ses engagements et ne peut plus payer les intérêts sur ses obligations, par exemple. Et c'est toute la pyramide financière mondiale qui s'écroule.
Ce plafond de la dette, aujourd'hui, il est fixé autour de... il risque d'arriver à son terme fin août, début septembre. On a donc encore le temps de le voir venir. Mais sans vote express du Congrès, c'est la catastrophe. Or, la droite du Parti républicain a clairement dit « Nous ne voterons jamais pour relever le plafond de la dette si nous n'obtenons pas des démocrates des concessions en matière de réduction des dépenses. » Donc c'est l'arme nucléaire qui s'applique et beaucoup de sueur froide encore sur les desks obligataires un peu partout à la fin de l'été. C'est un épisode que les marchés et les investisseurs ont déjà connu avec, alors en point d'orgue, si j'ai bonne mémoire, 2011, la dégradation du AAA américain sur des questions effectivement de problèmes d'entente politique sur ces questions budgétaires et d'endettement, Pierre-Yves, mais qu'est-ce qui peut être différent cette fois? On sait très bien qu'à la dernière seconde de la dernière minute de la 11e heure, généralement, les choses rentrent dans l'ordre. Les choses ne pourront rentrer dans l'ordre que si une poignée de républicains centristes, il y a encore quelques républicains centristes, s'entendent avec une majorité de démocrates à la Chambre des représentants pour faire passer un relèvement de la dette. Au Sénat, c'est plus simple, parce que les sénateurs républicains, même les plus conservateurs, ne sont pas encore trop populistes. Le problème, c'est que Kevin McCarthy a promis de ne pas soumettre à un vote une loi qui augmenterait les dépenses publiques. Donc même s'il y a une majorité bipartite qui peut se dessiner pour cela, et les démocrates seraient prêts à voter pour un relèvement du plafond de la dette, puisque eux, leur obsession, c'est d'augmenter les dépenses publiques. Les choses peuvent être compliquées. Il faudrait que Kevin McCarthy revienne sur sa promesse. Et là, une nouvelle concession a dû être faite par M. McCarthy pour devenir Speaker. Il a accepté l'idée assez délirante qu'il suffit qu'un seul des 222 républicains soit mécontent de sa performance pour soumettre une motion de défiance. Donc, beaucoup de complications, beaucoup de lenteur dans les projets législatifs au cours des prochains mois. Sur le front de l'inflation, Pierre-Yves, la semaine va être importante. Tous les mois, on a les estimations d'inflation, évidemment, pour les États-Unis, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Le chiffre du mois de décembre sera publié ce jeudi à 14h30. Pierre-Yves, sachant qu'on est en train quand même d'accumuler les mois de désinflation aux États-Unis, je rappelle que le pic de l'inflation globale a été atteint à plus de 9% sur un an en juin 2022. Ça va mieux. On va probablement, si tout se passe comme on l'anticipe, avoir un noyau dur de l'inflation mesuré par l'indice des prix de détail. Jeudi, en dessous de 5% au cours des 12 derniers mois, avec un CPI, toute catégorie confondue, en dessous de 7%. Ce qui amène, on l'a vu un petit peu au cours des derniers jours, le marché à avoir davantage peur de la récession que de l'inflation aujourd'hui. On a moins peur de l'inflation. J'ai deux pensées très puissantes que je vous encourage à noter et vous reviendrez vers moi dans quelques mois si je me suis trompé. La première, c'est oui, c'est vrai, on est en période de désinflation, on a vu le pire. Mais qu'est-ce qu'on fait si en 2023, l'inflation, elle baisse, mais elle s'arrête autour de 4%, 3,5% même. L'objectif de la Fed, tel qu'il a été répété depuis plusieurs semaines, c'est de revenir autour de 2%. La désinflation, favorisée par la baisse des prix du pétrole depuis quelques semaines, c'est une très bonne chose, tout le monde s'en félicite, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de revenir à 2%. Les choses peuvent se compliquer, je vois le mal partout, me direz-vous. L'autre pensée puissante, je pense que Jay Powell, le patron de la Fed, veut rentrer dans l'histoire comme celui qui aura cassé l'inflation. Et il ne veut surtout pas rentrer dans l'histoire comme celui qui s'est trompé deux fois. Une première fois, on l'a beaucoup critiqué pour avoir sous-estimé la vigueur du décollage de l'inflation, et une deuxième fois, en 2023, s'il sous-estime que... s'il considère que l'essentiel de la désinflation s'est produite et qu'il arrête trop tôt sa remontée des taux. Il est, du point de vue de son entrée dans l'histoire et dans la légende, déclencher une petite récession pour lui n'est pas quelque chose de grave, il serait beaucoup plus grave, d'ailleurs il le dit en ces termes,
il serait beaucoup plus grave de se tromper à nouveau sur l'inflation. Bon, alors au-delà du chiffre de jeudi, effectivement, le prochain rendez-vous pour Jérôme Powell, ce sera 31 janvier, 1er février, avec le prochain comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On était resté sur une hausse de taux de 50 points de base en décembre dernier, après 4 fois 75, on s'en souvient. L'idée qui prévalait à l'époque, c'était que la Fed allait pouvoir passer ensuite de 50 à 25. Cette idée-là, elle n'est peut-être pas encore totalement acquise en prévision du prochain meeting, si je comprends. Non, il y a un horrible petit détail, c'est que le marché du travail continue d'être extrêmement fort, que la pénurie de main-d'œuvre sévit toujours, elle s'apaise à peine, que les chiffres des créations nettes d'emplois du mois de décembre ont été excellents. On est en baisse, c'est vrai, depuis quelques mois, mais on est toujours au-dessus de 200 000. Et que la Réserve fédérale est convaincue que tant que le marché du travail va être aussi dynamique, on aura une pression sur les coûts salariaux qui va entretenir de l'inflation sous-jacente. Et si j'étais Jay Powell, thank God, je ferais 0,5. Ça serait un moyen pour lui d'établir à nouveau sa crédibilité, même si entre nous, qu'est-ce que ça change, 0,5 ou 0,25 pour l'économie américaine à très court terme? Pas grand-chose, ça change pour les gens qui prennent des paris sur le marché obligataire. Mais pour la conjoncture américaine, ça ne change pas grand-chose. En revanche, en termes de crédibilité pour la Fed, rester à 0,50 en disant le marché du travail est encore trop tendu, l'inflation n'a pas encore baissé de manière suffisante, je pense que c'est un message crédible. Je peux me tromper, bien entendu. Bon, on aura encore quelques temps, effectivement, pour voir comment le marché s'ajuste avant cette décision de la Fed du 1er février. Et d'ici là, jeudi 14h30, l'inflation américaine pour le mois de décembre, qui sera le chiffre du jour, bien sûr, et l'un des grands chiffres de cette semaine. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, qui était avec nous, comme chaque lundi, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45. Vous retrouvez évidemment le replay et le podcast dans la foulée. Le quart d'heure américain, chaque lundi dans Smart Bourse avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain.